Chapitre 1. L'océan Indien. Ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers. La première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail qui a laissé dans mon esprit une impression profonde. Ainsi donc, au sein de cette mer immense, la vie du capitaine Nemo se déroulait tout entière, et il n'était pas jusqu'à sa tombe qu'il n'eût préparée dans le plus impénétrable de ses abîmes. Là, pas un des monstres de l'océan ne viendrait troubler le dernier sommeil de ces hôtes du Nautilus, de ses amis, rivés les uns aux autres, dans la mort aussi bien que dans la vie. Nul homme non plus, avait ajouté le capitaine. Toujours cette même défiance farouche, implacable envers les sociétés humaines. Pour moi, je ne me contentais plus des hypothèses qui satisfaisaient Conseil. Ce digne garçon persistait à ne voir dans le commandant du Nautilus qu'un de ces savants méconnus qui rendent à l'humanité mépris pour indifférence. C'était encore pour lui un génie incompris qui, dans les déceptions de la terre, avait dû se réfugier dans cet inaccessible milieu où ses instincts s'exerçaient librement. Mais à mon avis, cette hypothèse n'expliquait qu'un des côtés du capitaine Nemo. En effet, le mystère de cette dernière nuit pendant laquelle nous avions été enchaînés dans la prison et le sommeil, la précaution si violemment prise par le capitaine d'arracher de mes yeux la lunette prête à parcourir l'horizon, la blessure mortelle de cet homme due à un choc inexplicable du Nautilus, tout cela me poussait dans une voie naturelle. Non, le capitaine Nemo ne se contentait pas de fuir les hommes. Son formidable appareil servait non seulement ses instincts de liberté, mais peut-être aussi les intérêts de je ne sais quelle terrible représailles. En ce moment, rien n'est évident pour moi, je n'entrevois encore dans ces ténèbres que des lueurs, et je dois me borner à écrire, pour ainsi dire, sous la dictée des événements. D'ailleurs, rien ne nous lie au capitaine Nemo. Il sait que s'échapper du Nautilus est impossible. Nous ne sommes pas même prisonniers sur parole. Aucun engagement d'honneur ne nous enchaîne. Nous ne sommes que des captifs, que des prisonniers déguisés sous le nom d'hôtes par un semblant de courtoisie. Toutefois, Ned Land n'a pas renoncé à l'espoir de recouvrer sa liberté. Il est certain qu'il profitera de la première occasion que le hasard lui offrira. Je ferai comme lui, sans doute. Et cependant, ce ne sera pas sans une sorte de regret que j'emporterai ce que la générosité du capitaine nous aura laissé pénétrer des mystères du Nautilus. Car enfin, faut-il haïr cet homme ou l'admirer? Est-ce une victime ou un bourreau? Et puis, pour être franc, je voudrais, avant de l'abandonner à jamais, je voudrais avoir accompli ce tour du monde sous-marin dont les débuts sont si magnifiques. Je voudrais avoir observé la complète série des merveilles entassées sous les mers du globe. Je voudrais avoir vu ce que nul homme n'a vu encore quand je devrais payer de ma vie cet insatiable besoin d'apprendre. Qu'ai-je découvert jusqu'ici? Rien, ou presque rien, puisque nous n'avons encore parcouru que 6000 lieues à travers le Pacifique. Pourtant je sais bien que le Nautilus se rapproche des terres habitées, et que si quelque chance de salut s'offre à nous, il serait cruel de sacrifier mes compagnons à ma passion pour l'inconnu. Il faudra les suivre, peut-être même les guider. Mais cette occasion se présentera-t-elle jamais? L'homme, privé par la force de son libre arbitre, la désire, cette occasion, mais le savant, le curieux, la redoute. Ce jour-là, 21 janvier 1868, à midi, le second vint prendre la hauteur du soleil. Je montai sur la plate-forme, j'allumai un cigare, et je suivis l'opération. Il me parut évident que cet homme ne comprenait pas le français, car plusieurs fois je fis à haute voix des réflexions qui auraient dû lui arracher quelques signes involontaires d'attention s'il les eût comprises, mais il resta impassible et muet. Pendant qu'il observait au moyen du sextant un des matelots du Nautilus, cet homme vigoureux qui nous avait accompagnés lors de notre première excursion sous-marine à l'île Crespo, vint nettoyer les vitres du fanal. J'examinai alors l'installation de cet appareil dont la puissance était centuplée par des anneaux lenticulaires disposés comme ceux des phares et qui maintenaient sa lumière dans le plan utile. La lampe électrique était combinée de manière à donner tout son pouvoir éclairant. Sa lumière, en effet, se produisait dans le vide, ce qui assurait à la fois sa régularité et son intensité. Ce vide économisait aussi les pointes de graphite entre lesquelles se développe l'arc lumineux. Économie importante pour le capitaine Nemo qui n'aurait pu les renouveler aisément. Mais dans ces conditions, leur usure était presque insensible. Lorsque le Nautilus se prépara à reprendre sa marche sous-marine, je redescendis au salon. Les panneaux se refermèrent et la route fut donnée directement à l'ouest. Nous sillonnions alors les flots de l'océan Indien, vaste plaine liquide d'une contenance de 550 millions d'hectares,
et dont les eaux sont si transparentes qu'elles donnent le vertige à qui se penche à leur surface. Le Nautilus y flottait généralement entre 100 et 200 mètres de profondeur. Ce fut ainsi pendant quelques jours. À tout autre que moi, pris d'un immense amour de la mer, les heures eussent sans doute paru longues et monotones, mais ces promenades quotidiennes sur la plate-forme où je me retrempais dans l'air vivifiant de l'océan, le spectacle de ces riches eaux à travers les vitres du salon, la lecture des livres de la bibliothèque, la rédaction de mes mémoires, employaient tout mon temps et ne me laissaient pas un moment de lassitude ou d'ennui. Notre santé, à tous, se maintenait dans un état très satisfaisant. Le régime du bord nous convenait parfaitement, et pour mon compte, je me serais bien passé des variantes que Ned Land, par esprit de protestation, s'ingéniait à y apporter. De plus, dans cette température constante, il n'y avait pas même un rhume à craindre. D'ailleurs, ce madréporaire dendrophilier connu en Provence sous le nom de fenouil de mer, et dont il existait une certaine réserve à bord, eût fourni avec la chair fondante de ses polypes une pâte excellente contre la toux. Pendant quelques jours, nous vîmes une grande quantité d'oiseaux aquatiques, palmipèdes, mouettes ou goélands. Quelques-uns furent adroitement tués, et préparés d'une certaine façon, ils fournirent un gibier d'eau très acceptable. Parmi les grands voiliers, emportés à de longues distances de toute terre et qui se reposent sur les flots des fatigues du vol, j'aperçus de magnifiques albatros aux cris discordants comme un braiement d'âne, oiseaux qui appartiennent à la famille des longipènes. La famille des totipalmes était représentée par des frégates rapides qui pêchaient prestement les poissons de la surface, et par de nombreux phaétons ou pailles en queue, entre autres ce phaéton à brun rouge, gros comme un pigeon, et dont le plumage blanc est nuancé de tons roses qui font valoir la teinte noire des ailes. Les filets du Nautilus rapportèrent plusieurs sortes de tortues marines, du genre carré à dos bombé, et dont l'écaille est très estimée. Ces reptiles, qui plongent facilement, peuvent se maintenir longtemps sous l'eau en fermant la soupape charnue située à l'orifice externe de leur canal nasal. Quelques-uns de ces carrés, lorsqu'on les prit, dormaient encore dans leur carapace, à l'abri des animaux marins. La chair de ces tortues était généralement médiocre, mais leurs œufs formaient un régal excellent. Quant aux poissons, ils provoquaient toujours notre admiration quand nous surprenions à travers les panneaux ouverts les secrets de leur vie aquatique. Je remarquai plusieurs espèces qu'il ne m'avait pas été donné d'observer jusqu'alors. Je citerai principalement des ostracions particuliers à la mer Rouge, à la mer des Indes et à cette partie de l'océan qui baigne les côtes de l'Amérique équinoxiale. Ces poissons, comme les tortues, les tatous, les oursins, les crustacés, sont protégés par une cuirasse qui n'est ni crétacée ni pierreuse mais véritablement osseuse. Tantôt elle affecte la forme d'un solide triangulaire, tantôt la forme d'un solide quadrangulaire. Parmi les triangulaires, j'en notai quelques-uns d'une longueur d'un demi-décimètre, d'une chair salubre, d'un goût exquis, bruns à la queue, jaunes aux nageoires, et dont je recommande l'acclimatation même dans les eaux douces, auxquelles d'ailleurs un certain nombre de poissons de mer s'accoutument aisément. Je citerai aussi des ostracions quadrangulaires, surmontées sur le dos de 4 gros tubercules, des ostracions mouchetées de blanc sous la partie inférieure du corps, qui s'apprivoisent comme des oiseaux, des trigones, pourvus d'aiguillons formés par la prolongation de leurs croûtes osseuses et auxquels leur singulier grognement a valu le surnom de cochon de mer, puis des dromadaires à grosses bosses en forme de cône, dont la chair est dure et coriace. Je relève encore sur les notes quotidiennes tenues par maître Conseil certains poissons du genre tétrodon, particuliers à ces mers, des spanglériens au dos rouge, à la poitrine blanche, qui se distinguent par 3 rangées longitudinales de filaments, et des électriques longs de 7 pouces, parés des plus vives couleurs. Puis, comme échantillons d'autres genres, des ovoïdes semblables à un œuf d'un brun noir, sillonnés de bandelettes blanches et dépourvus de queue. Des diodons, véritables porcs-épics de la mer, munis d'aiguillons et pouvant se gonfler de manière à former une pelote hérissée de dards. Des hippocampes communs à tous les océans. Des pégases volants à museau allongé, auxquels leurs nageoires pectorales, très étendues et disposées en forme d'ailes, permettent sinon de voler, du moins de s'élancer dans les airs. Des pigeons spatulés, dont la queue est couverte de nombreux anneaux écailleux. Des macroniates à longue mâchoire, excellents poissons longs de 25 centimètres et brillant des plus agréables couleurs. Des calliomores livides, dont la tête est rugueuse, des myriades de blandis sauteurs rayés de noir aux longues nageoires pectorales, glissant à la surface des eaux avec une prodigieuse vélocité, de délicieux vélifères, qui peuvent tisser leurs nageoires comme autant de voiles déployées au courant favorable, des curtes splendides, auxquelles la nature a prodigué le jaune, le bleu céleste, l'argent et l'or, des trichoptères dont les ailes sont formées de filaments, des cottes
toujours maculés de limon, qui produisent un certain bruissement, des trigles, dont le foie est considéré comme poison, des baudians, qui portent sur leurs yeux une œillère mobile, enfin, des soufflets, au museau long et tubuleux, véritables gobe-mouches de l'océan, armés d'un fusil, que n'ont prévu ni les chasse-peaux, ni les Remington, et qui tuent les insectes en les frappant d'une simple goutte d'eau. Dans le 89e genre des poissons classés par la CEPED, qui appartient à la seconde sous-classe des osseux, caractérisée par un opercule et une membrane bronchiale, je remarquai la scorpène, dont la tête est garnie d'aiguillons et qui ne possède qu'une seule nageoire dorsale. Ces animaux sont revêtus ou privés de petites écailles suivant le sous-genre auquel ils appartiennent. Le second sous-genre nous donna des échantillons de didactyles longs de 3 à 4 décimètres, rayés de jaune, mais dont la tête est d'un aspect fantastique. Quant au premier sous-genre, il fournit plusieurs spécimens de ce poisson bizarre, justement surnommé crapaud de mer, poisson à tête grande, tantôt creusé de sinus profonds, tantôt boursouflé de protubérances, hérissé d'aiguillons et parsemé de tubercules, il porte des cornes irrégulières et hideuses. Son corps et sa queue sont garnis de callosités, ses piquants font des blessures dangereuses, il est répugnant et horrible. Du 21 au 23 janvier, le Nautilus marcha à raison de 250 lieues par 24 heures, soit 550 000, ou 22 000 à l'heure. Si nous reconnaissions au passage les diverses variétés de poissons, c'est que ceux-ci, attirés par l'éclat électrique, cherchaient à nous accompagner. La plupart, distancés par cette vitesse, restaient bientôt en arrière. Quelques-uns, cependant, parvenaient à se maintenir pendant un certain temps dans les eaux du Nautilus. Le 24, au matin, par 12 degrés 5 minutes de latitude sud et 94 degrés 33 minutes de longitude, nous eûmes connaissance de l'île Keeling, soulèvement madréporique planté de magnifiques cocos et qui fut visité par M. Darwin et le capitaine Fitzroy. Le Nautilus prolongea à peu de distance les accords de cette île déserte. Ces dragues rapportèrent de nombreux échantillons de polypes et d'échinodermes et des tests curieux de l'embranchement des mollusques. Quelques précieux produits de l'espèce des dauphinules accrurent les trésors du capitaine Nemo, auxquels je joignis une astrée punctifère, sorte de polypier parasite souvent fixé sur une coquille. Bientôt, l'île Keeling disparut sous l'horizon, et la route fut donnée au nord-ouest vers la pointe de la péninsule indienne. « Des terres civilisées !» me dit ce jour-là Ned Land. « Cela vaudra mieux que ces îles de la Papouasie, où l'on rencontre plus de sauvages que de chevreuils. Sur cette terre indienne, monsieur le professeur, il y a des routes, des chemins de fer, des villes anglaises, françaises et hindoues. On ne ferait pas 5000 sans y rencontrer un compatriote. Hein? Est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine Nemo? Non, Ned, non, répondis-je d'un ton très déterminé. Laissons courir, comme vous dites, vous autres marins. Le Nautilus se rapproche des continents habités. Il revient vers l'Europe. Qu'il nous y conduise. Une fois arrivés dans nos mers, nous verrons ce que la prudence nous conseillera de tenter. D'ailleurs, je ne suppose pas que le capitaine Nemo nous permette d'aller chasser sur les côtes de Malabar ou de Coromandel, comme dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. Eh bien, monsieur, ne peut-on se passer de sa permission? Je ne répondis pas au Canadien, je ne voulais pas discuter. Au fond, j'avais à cœur d'épuiser jusqu'au bout les hasards de la destinée qui m'avait jeté à bord du Nautilus. À partir de l'île Keeling, notre marche se ralentit généralement. Elle fut aussi plus capricieuse et nous entraîna souvent à de grandes profondeurs. On fit plusieurs fois usage des plans inclinés que des leviers intérieurs pouvaient placer obliquement à la ligne de flottaison. Nous allâmes ainsi jusqu'à 2 ou 3 kilomètres, mais sans avoir jamais vérifié les grands fonds de cette mer indienne que les sondes de 13 000 mètres n'ont pas pu atteindre. Quant à la température des basses couches, le thermomètre indiqua toujours invariablement 4 degrés au-dessus de zéro. J'observais seulement que dans les nappes supérieures, l'eau était toujours plus froide sur les hauts fonds qu'en pleine mer. Le 25 janvier, l'océan étant absolument désert, le Nautilus passa la journée à sa surface, battant les flots de sa puissante hélice et les faisant rejaillir à une grande hauteur. Comment, dans ces conditions, ne l'eût-on pas pris pour un cétacé gigantesque? Je passai les 3/4 de cette journée sur la plate-forme. Je regardais la mer. Rien à l'horizon, si ce n'est vers 4 heures du soir, un long steamer qui courait dans l'ouest à contrebord. Sa mâture fut visible un instant, mais il ne pouvait apercevoir le Nautilus trop ras sur l'eau.
Je pensais que ce bateau à vapeur appartenait à la ligne péninsulaire et orientale qui fait le service de l'île de Ceylan à Sydney, en touchant à la pointe du Roi George et à Melbourne. À 5 heures du soir, avant ce rapide crépuscule qui lie le jour à la nuit dans les zones tropicales, Conseil et moi, nous fûmes émerveillés par un curieux spectacle. Il est un charmant animal dont la rencontre, suivant les anciens, présageait des chances heureuses. Aristote, Athénée, Pline, Oppien avaient étudié ses goûts et épuisé à son égard toute la poétique des savants de la Grèce et de l'Italie. Ils l'appelèrent Nautilus et Pompilius. Mais la science moderne n'a pas ratifié leur appellation, et ce mollusque est maintenant connu sous le nom d'argonaute. Qui eût consulté Conseil eût appris de ce brave garçon que l'embranchement des mollusques se divise en 5 classes. Que la première classe, celle des céphalopodes, dont les sujets sont tantôt nus, tantôt testacés, comprend 2 familles, celle des dibranchiaux et des tétrabranchiaux, qui se distinguent par le nombre de leurs branchies. Que la famille des dibranchiaux renferme 3 genres, l'argonaute, le calmar et la seiche, et que la famille des tétrabranchiaux n'en contient qu'un seul, le nautile. Si après cette nomenclature, un esprit rebelle eût confondu l'argonaute, qui est acétabulifère, c'est-à-dire porteur de ventouses, avec le nautile, qui est tentaculifère, c'est-à-dire porteur de tentacules, il aurait été sans excuse. Or, c'était une troupe de ces argonautes qui voyageaient alors à la surface de l'océan. Nous pouvions en compter plusieurs centaines. Ils appartenaient à l'espèce des argonautes tuberculés qui est spéciale aux mers des Indes. Ces gracieux mollusques se mouvaient à reculons au moyen de leur tube locomoteur en chassant par ce tube l'eau qu'ils avaient aspirée. De leurs 8 tentacules, 6, allongés et amincis, flottaient sur l'eau, tandis que les 2 autres, arrondis en palme, se tendaient au vent comme une voile légère. Je voyais parfaitement leurs coquilles spiraliformes et ondulées que Cuvier compare justement à une élégante chaloupe. Véritable bateau, en effet. Il transporte l'animal qu'il a sécrété, sans que l'animal y adhère. L'argonaute est libre de quitter sa coquille, dis-je à Conseil, mais il ne la quitte jamais. Ainsi fait le capitaine Nemo, répondit judicieusement Conseil. C'est pourquoi il eût mieux fait d'appeler son navire l'Argonaute. Pendant 1 heure environ, le Nautilus flotta au milieu de cette troupe de mollusques. Puis, je ne sais quel effroi les prit soudain. Comme à un signal, toutes les voiles furent subitement amenées. Les bras se replièrent, les corps se contractèrent, les coquilles se renversant changèrent leur centre de gravité, et toute la flottille disparut sous les flots. Ce fut instantané, et jamais navires d'une escadre ne manœuvrèrent avec plus d'ensemble. En ce moment, la nuit tomba subitement, et les lames, à peine soulevées par la brise, s'allongèrent paisiblement sous les précintes du Nautilus. Le lendemain, 26 janvier, nous coupions l'équateur sur le 82e méridien et nous rentrions dans l'hémisphère boréal. Pendant cette journée, une formidable troupe de squales nous fit cortège, terribles animaux qui pullulent dans ces mers et les rendent fort dangereuses. C'étaient des squales philips au dos brun et au ventre blanchâtre, armés de 11 rangées de dents, des squales œillés dont le cou est marqué d'une grande tache noire cerclée de blanc qui ressemble à un œil, des squales Isabelle à museau arrondi et semé de points obscurs. Souvent, ces puissants animaux se précipitaient contre la vitre du salon avec une violence peu rassurante. Ned Land ne se possédait plus alors. Il voulait remonter à la surface des flots et harponner ces monstres, surtout certains squales émissoles dont la gueule est pavée de dents disposées comme une mosaïque, et de grands squales tigrés longs de 5 mètres qui le provoquaient avec une insistance toute particulière. Mais bientôt le Nautilus, accroissant sa vitesse, laissa facilement en arrière les plus rapides de ces requins. Le 27 janvier, à l'ouvert du vaste golfe du Bengale, nous rencontrâmes à plusieurs reprises spectacles sinistres, des cadavres qui flottaient à la surface des flots. C'étaient les morts des villes indiennes, charriés par le Gange jusqu'à la haute mer, et que les vautours, les seuls ensevelisseurs du pays, n'avaient pas achevé de dévorer. Mais les squales ne manquaient pas pour les aider dans leur funèbre besogne. Vers 7 heures du soir, le Nautilus à demi immergé navigua au milieu d'une mer de lait. À perte de vue, l'océan semblait être lactifié. Était-ce l'effet des rayons lunaires? Non, car la lune, ayant 2 jours à peine, était encore perdue au-dessous de l'horizon dans les rayons du soleil. Tout le ciel, quoique éclairé par le rayonnement sidéral, semblait noir
par contraste avec la blancheur des eaux. Conseil ne pouvait en croire ses yeux, et il m'interrogeait sur les causes de ce singulier phénomène. Heureusement, j'étais en mesure de lui répondre. C'est ce qu'on appelle une mer de lait, lui dis-je, vaste étendue de flots blancs qui se voit fréquemment sur les côtes d'Amboine et dans ses parages. Mais, demanda Conseil, monsieur peut-il m'apprendre quelle cause produit un pareil effet, car cette eau ne s'est pas changée en lait, je suppose. Non, mon garçon, et cette blancheur qui te surprend n'est due qu'à la présence de myriades de bestioles infusoires, sortes de petits vers lumineux, d'un aspect gélatineux et incolore, de l'épaisseur d'un cheveu, et dont la longueur ne dépasse pas un cinquième de millimètre. Quelques-unes de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieues. Plusieurs lieues! S'écria Conseil. Oui, mon garçon, et ne cherche pas à supputer le nombre de ces infusoires. Tu n'y parviendrais pas, car si je ne me trompe, certains navigateurs ont flotté sur ces mers de lait pendant plus de 40 000. Je ne sais si Conseil tint compte de ma recommandation, mais il parut se plonger dans des réflexions profondes, cherchant sans doute à évaluer combien 40 000 carrés contiennent de cinquièmes de millimètre. Pour moi, je continuais d'observer le phénomène. Pendant plusieurs heures, le Nautilus trancha de son éperon ses flots blanchâtres, et je remarquai qu'il glissait sans bruit sur cette eau savonneuse, comme s'il eût flotté dans ces remous d'écume que les courants et les contre-courants des baies laissaient quelquefois entre eux. Vers minuit, la mer reprit subitement sa teinte ordinaire, mais derrière nous, jusqu'aux limites de l'horizon, le ciel réfléchissant la blancheur des flots sembla longtemps imprégné des vagues lueurs d'une aurore boréale. Chapitre 2. Une nouvelle proposition du capitaine Nemo. Le 28 février, lorsque le Nautilus revint à midi à la surface de la mer par 9° 4' de latitude nord, il se trouvait en vue d'une terre qui lui restait à 8 000 dans l'ouest. J'observai tout d'abord une agglomération de montagnes, hautes de 2000 pieds environ, dont les formes se modelaient très capricieusement. Le point terminé, je rentrai dans le salon, et lorsque le relèvement eut été reporté sur la carte, je reconnus que nous étions en présence de l'île de Ceylan, cette perle qui pend au lobe inférieur de la péninsule indienne. J'allai chercher dans la bibliothèque quelques livres relatifs à cette île, l'une des plus fertiles du globe. Rentré au salon, je notai d'abord les relèvements de Ceylan, à laquelle l'Antiquité avait prodigué tant de noms divers. Sa situation était entre 5° 55' et 9° 49' de latitude nord, et entre 79° 42' et 82° 4' de longitude à l'est du méridien de Greenwich. Sa longueur 275 000, sa largeur maximum 150 000, sa circonférence 900 000, sa superficie 24 448 000, c'est-à-dire un peu inférieure à celle de l'Irlande. Le capitaine Nemo et son second parurent en ce moment. Le capitaine jeta un coup d'œil sur la carte, puis se tournant vers moi. « L'île de Ceylan, dit-il, une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable, monsieur Aronnax, de visiter l'une de ces pêcheries ?»« Sans aucun doute, capitaine. »« Bien, ce sera chose facile. Seulement, si nous voyons les pêcheries, nous ne verrons pas les pêcheurs. L'exploitation annuelle n'est pas encore commencée. N'importe. Je vais donc donner l'ordre de rallier le golfe de Manahar, où nous arriverons dans la nuit. » Le capitaine dit quelques mots à son second qui sortit aussitôt. Bientôt le Nautilus rentra dans son liquide élément et le manomètre indiqua qu'il s'y tenait à une profondeur de 30 pieds. La carte sous les yeux, je cherchais alors ce golfe de Manahar. Je le trouvai par le 9e parallèle sur la côte nord-ouest de Ceylan. Il était formé par une ligne allongée de la petite île Manahar. Pour l'atteindre, il fallait remonter tout le rivage occidental de Ceylan. « Monsieur le professeur, » me dit alors le capitaine Nemo, « on pêche des perles dans le golfe du Bengale, dans la mer des Indes, dans les mers de Chine et du Japon, dans les mers du sud de l'Amérique, au golfe de Panama, au golfe de Californie. Mais c'est à Ceylan que cette pêche obtient les plus beaux résultats. Nous arrivons un peu tôt, sans doute. Les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars au golfe de Manahar, et là, pendant 30 jours, leurs 300 bateaux se livrent à cette lucrative exploitation des trésors de la mer. Chaque bateau est monté par 10 rameurs et par 10 pêcheurs. Ceux-ci, divisés en 2 groupes, plongent alternativement et descendent à une profondeur de 12 mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau.
Ainsi, dis-je, c'est toujours ce moyen primitif qui est encore en usage. Toujours, me répondit le capitaine Nemo, bien que ces pêcheries appartiennent au peuple le plus industrieux du globe, aux Anglais, auxquels le traité d'Amiens les a cédés en 1802. Il me semble cependant que le scaphandre tel que vous l'employez rendrait de grands services dans une telle opération. Oui, car ces pauvres pêcheurs ne peuvent demeurer longtemps sous l'eau. L'anglais Perceval, dans son voyage assez lent, parle bien d'un cafre qui restait 5 minutes sans remonter à la surface, mais le fait me paraît peu croyable. Je sais que quelques plongeurs vont jusqu'à 57 secondes, et de très habiles jusqu'à 87. Toutefois, ils sont rares, et revenus à bord, ces malheureux rendent par le nez et les oreilles de l'eau teintée de sang. Je crois que la moyenne de temps que les pêcheurs peuvent supporter est de 30 secondes, pendant lesquelles ils se hâtent d'entasser dans un petit filet toutes les huîtres perlières qu'ils arrachent. Mais généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux. Leur vue s'affaiblit, des ulcérations se déclarent à leurs yeux, des plaies se forment sur leur corps, et souvent même ils sont frappés d'apoplexie au fond de la mer. Oui, dis-je, c'est un triste métier, et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices. Mais dites-moi, capitaine, quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée? 40 à 50 000 environ. On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais ayant fait pêcher pour son propre compte, ses plongeurs, dans 20 journées de travail, rapportèrent 76 millions d'huîtres. Au moins, demandai-je, ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués? À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent qu'1 dollar par semaine. Le plus souvent, ils ont un sol par huître qui renferme une perle. Et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas? Un sol à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître, c'est odieux. Ainsi, monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, vos compagnons et vous, vous visiterez le banc de Manard, et si par hasard quelques pêcheurs hâtifs s'y trouvent déjà, eh bien nous le verrons opérer. C'est convenu, capitaine. À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins? Des requins? M'écriai-je. Cette question me parut, pour le moins, très oiseuse. Eh bien, reprit le capitaine Nemo, je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson. Nous y sommes habitués, nous autres, répliqua le capitaine Nemo, et avec le temps vous vous y ferez. D'ailleurs, nous serons armés, et chemin faisant, nous pourrons peut-être chasser quelques squales. C'est une chasse intéressante. Ainsi donc, à demain, monsieur le professeur, et de grand matin. Cela dit d'un ton dégagé, le capitaine Nemo quitta le salon. On vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de la Suisse, que vous diriez « Très bien, demain nous irons chasser l'ours ». On vous inviterait à chasser le lion dans les plaines de l'Atlas, ou le tigre dans les jungles de l'Inde, que vous diriez « Ah ah, il paraît que nous allons chasser le tigre, ou le lion ». Mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel, que vous demanderiez peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation. Pour moi, je passai ma main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide. Réfléchissons, me dis-je, et prenons notre temps. Chasser des loutres dans les forêts sous-marines, comme nous l'avons fait dans les forêts de l'île Crespo, passe encore. Mais courir le fond des mers, quand on est à peu près certain d'y rencontrer des squales, c'est autre chose. Je sais bien que dans certains pays, aux îles Andamènes particulièrement, les nègres n'hésitent pas à attaquer le requin, un poignard dans une main et un lacet dans l'autre, mais je sais aussi que beaucoup de ceux qui affrontent ces formidables animaux ne reviennent pas vivants. D'ailleurs, je ne suis pas un nègre, et quand je serais un nègre, je crois que dans ce cas une légère hésitation de ma part ne serait pas déplacée. Et me voilà, rêvant de requins, songeant à ces vastes mâchoires armées de multiples rangées de dents et capables de couper un homme en deux. Je me sentais déjà une certaine douleur autour des reins. Puis, je ne pouvais digérer le sans-façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation. N'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous bois quelques renards inoffensifs? Bon, pensai-je, jamais conseil ne voudra venir, et cela me dispensera d'accompagner le capitaine. Quant à Ned Land, j'avoue que je ne me sentais pas aussi sûr de sa sagesse. Un péril, si grand qu'il fût, avait toujours un attrait pour sa nature batailleuse. Je repris ma lecture du livre, mais je le feuilletai machinalement. Je voyais, entre les lignes,
des mâchoires formidablement ouvertes. En ce moment, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille et même joyeux. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ma foi, monsieur, me dit Ned Land, votre capitaine Nemo, que le diable l'emporte, vient de nous faire une très aimable proposition. Ah, dis-je, vous savez. N'en déplaise à monsieur, répondit Conseil, le commandant du Nautilus nous a invités à visiter demain, en compagnie de monsieur, les magnifiques pêcheries de Ceylan. Il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman. Il ne vous a rien dit de plus? Rien, monsieur, répondit le Canadien, si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade. En effet, dis-je, et il ne vous a donné aucun détail sur... Aucun, monsieur le naturaliste. Vous nous accompagnerez, n'est-il pas vrai? Moi, sans doute. Je vois que vous y prenez goût, maître Land. Oui, c'est curieux, très curieux. Dangereux, peut-être, ajoutai-je d'un ton insinuant. Dangereux, répondit Ned Land. Une simple excursion sur un banc d'huîtres. Décidément, le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée de requin dans l'esprit de mes compagnons. Moi, je les regardais d'un œil troublé, et comme s'il leur manquait déjà quelques membres. Devais-je les prévenir? Oui, sans doute. Mais je ne savais trop comment m'y prendre. Monsieur, me dit Conseil, monsieur voudra-t-il nous donner des détails sur la pêche des perles? Sur la pêche elle-même, demandai-je, ou sur les incidents qui... Sur la pêche, répondit le Canadien. Avant de s'engager sur le terrain, il est bon de les connaître. Eh bien, asseyez-vous, mes amis, et je vais vous apprendre tout ce que ce livre vient de m'apprendre à moi-même. Ned et Conseil prirent place sur un divan, et tout d'abord le Canadien me dit. Monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une perle? Mon brave Ned, répondis-je, pour le poète, la perle est une larme de mer. Pour les orientaux, c'est une goutte de rosée solidifiée. Pour les dames, c'est un bijou de forme oblongue, d'un éclat hyalin, d'une matière nacrée qu'elles portent au doigt, au cou ou à l'oreille. Pour le chimiste, c'est un mélange de phosphate et de carbonate de chaux avec un peu de gélatine. Et enfin, pour le naturaliste, c'est une simple sécrétion maladie de l'organe qui produit la nacre chez certains bivalves. Embranchement des mollusques, dit Conseil, classe des acéphales, ordre des testacés. Précisément, savant Conseil. Or, parmi ces testacés, l'oreille de mer iris, les turbots, les tridacnes, les pines marines, en un mot, tous ceux qui sécrètent la nacre, c'est-à-dire cette substance bleue, bleuâtre, violette ou blanche qui tapisse l'intérieur de leurs valves, sont susceptibles de produire des perles. Les moules aussi? Demanda le Canadien. Oui, les moules de certains cours d'eau de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande, de la Saxe, de la Bohême, de la France. Bah, on y fera attention désormais, répondit le Canadien. Mais, repris-je, le mollusque par excellence qui distille la perle, c'est l'huître perlière, la Meleagrina margaritifera, la précieuse pintadine. La perle n'est qu'une concrétion nacrée qui se dispose sous une forme globuleuse. Ou elle adhère à la coquille de l'huître, ou elle s'incruste dans les plis de l'animal. Sur les valves, la perle est adhérente, sur les chairs, elle est libre. Mais elle a toujours pour noyau un petit corps dur, soit un ovule stérile, soit un grain de sable, autour duquel la matière nacrée se dépose en plusieurs années, successivement et par couches minces et concentriques. Trouve-t-on plusieurs perles dans une même huître? Demanda Conseil. Oui, mon garçon. Il y a de certaines pintadines qui forment un véritable écrin. On a même cité une huître, mais je me permets d'en douter, qui ne contenait pas moins de 150 requins. 150 requins? S'écria Ned Land. Ai-je dit requins? M'écriai-je vivement. Je veux dire 150 perles. Requin n'aurait aucun sens. En effet, dit Conseil. Mais monsieur nous apprendra-t-il maintenant par quels moyens on extrait ces perles? On procède de plusieurs façons, et souvent même, quand les perles adhèrent aux valves, les pêcheurs les arrachent avec des pinces. Mais le plus communément, les pintadines sont étendues sur des nattes de sparterie qui couvrent le rivage. Elles meurent ainsi à l'air libre, et au bout de 10 jours, elles se trouvent dans un état satisfaisant de putréfaction. On les plonge alors dans de vastes réservoirs d'eau de mer, puis on les ouvre et on les lave. C'est à ce moment que commence le double travail des rogueurs. D'abord,
Il sépare les plaques de nacre connues dans le commerce sous le nom de franche argentée, de bâtarde blanche ou de bâtarde noire, qui sont livrées par caisse de 125 à 150 kilos. Puis ils enlèvent le parenchyme de l'huître, ils le font bouillir et ils le tamisent enfin, afin d'en extraire jusqu'aux plus petites perles. Le prix de ces perles varie suivant leur grosseur, demanda Conseil. Non seulement selon leur grosseur, répondis-je, mais aussi selon leur forme, selon leur eau, c'est-à-dire leur couleur, et selon leur orient, c'est-à-dire cet éclat chatoyant et diapré qui les rend si charmantes à l'œil. Les plus belles perles sont appelées perles vierges ou paragons. Elles se forment isolément dans le tissu du mollusque. Elles sont blanches, souvent opaques, mais quelquefois d'une transparence opaline, et le plus communément sphériques ou piriformes, des pendeloques, et étant les plus précieuses, elles se vendent à la pièce. Les autres perles adhèrent à la coquille de l'huître, et plus irrégulières, elles se vendent au poids. Enfin, dans un ordre inférieur se classent les petites perles, connues sous le nom de semences. Elles se vendent à la mesure et servent plus particulièrement à exécuter des broderies sur les ornements d'église. Mais ce travail qui consiste à séparer les perles selon leur grosseur doit être long et difficile, dit le Canadien. Non, mon ami. Ce travail se fait au moyen de 11 tamis ou cribles percés d'un nombre variable de trous. Les perles qui restent dans les tamis, qui comptent de 20 à 80 trous, sont de premier ordre. Celles qui ne s'échappent pas des cribles percés de 100 à 800 trous sont de second ordre. Enfin, les perles pour lesquelles l'on emploie les tamis percés de 900 à 1000 trous forment la semence. C'est ingénieux, dit Conseil, et je vois que la division, le classement des perles, s'opère mécaniquement. Et monsieur pourra-t-il nous dire ce que rapporte l'exploitation des bancs d'huîtres perlières? À s'en tenir à ce livre, répondis-je, les pêcheries de Ceylan sont affermées annuellement pour la somme de 3 millions de squales. De francs, répondit Conseil. Oui, de francs. 3 millions, de francs, repris-je. Mais je crois que ces pêcheries ne rapportent plus qu'elles rapportaient autrefois. Il en est de même des pêcheries américaines qui, sous le règne de Charles Quint, produisaient 4 millions de francs, présentement réduits aux 2 tiers. En somme, on peut évaluer à 9 millions de francs le rendement général de l'exploitation des perles. Mais, demanda Conseil, est-ce que l'on ne cite pas quelques perles célèbres qui ont été cotées à un très haut prix? Oui, mon garçon. On dit que César offrit à Servilia une perle estimée 120 000 francs de notre monnaie. J'ai même entendu raconter, dit le Canadien, qu'une certaine dame antique buvait des perles dans son vinaigre. Cléopâtre, répondit Conseil. Ce devait être mauvais, ajouta Ned Land. Détestable, ami Ned, répondit Conseil. Mais un petit verre de vinaigre qui coûte 1500 000 francs, c'est d'un joli prix. Je regrette de ne pas avoir épousé cette dame, dit le Canadien en manœuvrant son bras d'un air peu rassurant. Ned Land, l'époux de Cléopâtre, s'écria Conseil. Mais j'ai dû me marier, Conseil, répondit sérieusement le Canadien. Et ce n'est pas ma faute si l'affaire n'a pas réussi. J'avais même acheté un collier de perles à Cat Tender, ma fiancée, qui d'ailleurs en a épousé un autre. Eh bien, ce collier ne m'avait pas coûté plus d'1,5 $. Et cependant, monsieur le professeur voudra bien me croire, les perles qu'il composait n'auraient pas passé par le tamis de 20 trous. Mon brave Ned, répondis-je en riant, c'étaient des perles artificielles, de simples globules de verre enduits à l'intérieur d'essence d'Orient. Eh, cette essence d'Orient, répondit le Canadien, cela doit coûter cher. Si peu que rien. Ce n'est autre chose que la substance argentée de l'écaille de l'ablette, recueillie dans l'eau et conservée dans l'ammoniac. Elle n'a aucune valeur. C'est peut-être pour ça que Cat Tender en a épousé un autre, répondit philosophiquement maître Land. Mais, dis-je, pour en revenir aux perles de haute valeur, je ne crois pas que jamais souverain en ait possédé une supérieure à celle du capitaine Nemo. Celle-ci, dit Conseil en montrant le magnifique bijou enfermé sous sa vitrine. Certainement, je ne me trompe pas en lui assignant une valeur de 2 millions de francs, dit vivement Conseil. Oui, dis-je, 2 millions de francs. Et sans doute, elle n'aura coûté au capitaine que la peine de la ramasser. Eh, s'écria Ned Land, qui dit que demain, pendant notre promenade, nous ne rencontrerons pas sa pareille? Bah, fit Conseil, et pourquoi pas? À quoi des millions nous serviraient-ils à bord du Nautilus? À bord, non, dit Ned Land, mais ailleurs. Oh, ailleurs, fit Conseil en secouant la tête.
Au fait, dis-je, Maître Land a raison. Et si nous rapportons jamais en Europe ou en Amérique une perle de quelques millions, voilà du moins qui donnera une grande authenticité et en même temps un grand prix au récit de nos aventures. Je le crois, dit le Canadien. Mais, dit Conseil, qui revenait toujours au côté instructif des choses, est-ce que cette pêche de perles est dangereuse? Non, répondis-je vivement, surtout si l'on prend certaines précautions. Que risque-t-on dans ce métier? Dit Ned Land. D'avaler quelques gorgées d'eau de mer? Comme vous dites, Ned. À propos, dis-je, en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo, est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned? Moi, répondit le Canadien, un harponneur de profession? C'est mon métier de me moquer d'eux. Il ne s'agit pas, dis-je, de les pêcher avec un émerillon, de les hisser sur le pont d'un navire, de leur couper la queue à coups de hache, de leur ouvrir le ventre, de leur arracher le cœur et le jeter à la mer. Alors, il s'agit de... Oui, précisément. Dans l'eau? Dans l'eau. Ma foi, avec un bon harpon. Vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes assez mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer. Et pendant ce temps... Ned Land avait une manière de prononcer le mot happer qui donnait froid dans le dos. Eh bien, et toi, Conseil, que penses-tu de ces squales? Moi, dit Conseil, je serai franc avec monsieur. À la bonne heure, pensai-je. Si monsieur affronte les requins, dit Conseil, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui. Chapitre 3. Une perle de 10 millions. La nuit arriva. Je me couchai. Je dormis assez mal. Les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves, et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot requiem. Le lendemain, à 4 heures du matin, je fus réveillé par le steward que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service. Je me levai rapidement, je m'habillai et je passai dans le salon. Le capitaine Nemo m'y attendait. Monsieur Aronnax, me dit-il, êtes-vous prêt à partir? Je suis prêt. Veuillez me suivre. Et mes compagnons, capitaine? Ils sont prévenus et nous attendent. N'allons-nous pas revêtir nos scaphandres? Demandai-je. Pas encore. Je n'ai pas laissé le Nautilus approcher de trop près cette côte et nous sommes assez au large du banc de Mannar. Mais j'ai fait parer le canot qui nous conduira au point précis de débarquement et nous épargnera un assez long trajet. Il emporte nos appareils de plongeurs que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine. Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central dont les marches aboutissaient à la plate-forme. Ned et Conseil se trouvaient là, enchantés de la partie de plaisir qui se préparait. 5 matelots du Nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord. La nuit était encore obscure. Des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles. Je portai mes yeux du côté de la terre, mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les 3/4 de l'horizon du sud-ouest au nord-ouest. Le Nautilus, ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de Ceylan, se trouvait à l'ouest de la baie, ou plutôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Mannar. Là, sous les sombres eaux, s'étendait le banc des Pintadines, inépuisable champ de perles, dont la longueur dépasse 20 milles. Le capitaine Nemo, Conseil, Ned Land et moi, nous prîmes place à l'arrière du canot. Le patron de l'embarcation se mit à la barre, ses 4 compagnons appuyèrent sur leurs avirons. La bosse fut larguée, et nous débordâmes. Le canot se dirigea vers le sud. Ces nageurs ne se pressaient pas. J'observai que leurs coups d'aviron, vigoureusement engagés sous l'eau, ne se succédaient que de 10 secondes en 10 secondes, suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre. Tandis que l'embarcation courait sur son air, les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots comme des bavures de plomb fondu. Une petite houle, venue du large, imprimait au canot un léger roulis et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant. Nous étions silencieux. À quoi songeait le capitaine Nemo? Peut-être à cette terre dont il s'approchait et qu'il trouvait trop près de lui, contrairement à l'opinion du Canadien, auquel elle semblait encore trop éloignée. Quant à Conseil,
Il était là en simple curieux. Vers 5h30, les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte. Assez plate dans l'est, elle se renflait un peu vers le sud. 5 milles la séparaient encore, et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses. Entre elle et nous, la mer était déserte. Pas un bateau, pas un plongeur. Solitude profonde sur ces lieux de rendez-vous des pêcheurs de perles. Ainsi que le capitaine Nemo me l'avait fait observer, nous arrivions un mois trop tôt dans ces parages. À 6 heures, le jour se fit subitement, avec cette rapidité particulière aux régions tropicales qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule. Les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelés sur l'horizon oriental, et l'astre radieux s'éleva rapidement. Je vis distinctement la terre, avec quelques arbres épars çà et là. Le canot s'avança vers l'île de Manaar, qui s'arrondissait dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer. Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée, et la chaîne courut à peine, car le fond n'était pas à plus d'1 mètre, et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points du banc de pintadines. Le canot évita aussitôt sous la poussée du jusant qui portait au large. Nous voici arrivés, monsieur Aronnax, dit alors le capitaine Nemo. Vous voyez cette baie resserrée. C'est ici même que dans un mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants, et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller. Cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche. Elle est abritée des vents les plus forts et la mer n'y est jamais très houleuse, circonstance très favorable au travail des plongeurs. Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres et nous commencerons notre promenade. Je ne répondis rien, et tout en regardant ces flots suspects, aidé des matelots de l'embarcation, je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes 2 compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion. Bientôt nous fûmes emprisonnés jusqu'au cou dans le vêtement de caoutchouc, et des bretelles fixèrent sur notre dos les appareils à air. Quant aux appareils Ruhmkorff, il n'en était pas question. Avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre, j'en fis l'observation au capitaine. Ces appareils nous seraient inutiles, me répondit le capitaine. Nous n'irons pas à de grandes profondeurs et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche. D'ailleurs, il n'est pas prudent d'emporter sous ces eaux une lanterne électrique. Son éclat pourrait attirer inopinément quelques dangereux habitants de ces parages. Pendant que le capitaine Nemo prononçait ces paroles, je me retournai vers Conseil et Ned Land. Mais ces 2 amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique, et ils ne pouvaient ni entendre ni répondre. Une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo. « Et nos armes, lui demandai-je, nos fusils ?» « Des fusils. À quoi bon ? Vos montagnards n'attaquent-ils pas un ours, poignard à la main, et l'acier n'est-il pas plus sûr que le plomb ? Voici une lame, solide. Passez-la à votre ceinture, et partons. » Je regardai mes compagnons. Ils étaient armés comme nous, et de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus. Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre, et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité. Un instant après, les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres, et par 1 mètre et demi d'eau, nous prenions pied sur un sable uni. Le capitaine Nemo nous fit un signe de la main, nous le suivîmes, et par une pente douce nous disparûmes sous les flots. Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent. Je redevins étonnamment calme. La facilité de mes mouvements accrut ma confiance, et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination. Le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante, les moindres objets restaient perceptibles. Après 10 minutes de marche, nous étions par 5 mètres d'eau et le terrain devenait à peu près plat. Sur nos pas, comme des compagnies de bécassines dans un marais, se levaient des volées de poissons curieux du genre des monoptères, dont les sujets n'ont d'autres nageoires que celles de la queue. Je reconnus le javanais, véritable serpent long de 8 décimètres au ventre livide que l'on confondrait facilement avec le congre sans les lignes d'or de ses flancs. Dans le genre des stromatées, dont le corps est très comprimé et ovale, j'observais des parus aux couleurs éclatantes portant comme une faux leur nageoire dorsale, poissons comestibles qui, séchés et marinés, forment un mets excellent connu sous le nom de karawad,
puis des trangbars appartenant au genre des apsiphoroïdes, dont le corps est recouvert d'une cuirasse écailleuse à 8 plans longitudinaux. Cependant, l'élévation progressive du soleil éclairait de plus en plus la masse des eaux. Le sol changeait peu à peu. Au sable fin succédait une véritable chaussée de rochers arrondis, revêtus d'un tapis de mollusques et de zoophytes. Parmi les échantillons de ces deux embranchements, je remarquai des placènes à valves minces et inégales, sortes d'ostracées particulières à la mer Rouge et à l'océan Indien, des lucines orangées à coquilles orbiculaires, des tarières subulées, quelques-unes de ces pourpres persiques qui fournissaient au Nautilus une teinture admirable, des rochers cornus longs de 15 centimètres, qui se dressaient sous les flots comme des mains prêtes à vous saisir, des turbinelles cornigères, toutes hérissées d'épines, des lingules iantes, des anatines, coquillages comestibles qui alimentent les marchés de l'Hindoustan, des pélagipanopyres légèrement lumineuses, et enfin d'admirables oculines flabelliformes, magnifiques éventails qui forment l'une des plus riches arborisations de ces mers. Au milieu de ces plantes vivantes et sous les berceaux d'hydrophytes couraient de gauches légions d'articulés, particulièrement des ranines dentées, dont la carapace représente un triangle un peu arrondi, des birgues spéciales à ces parages, des parthénopes horribles dont l'aspect répugnait au regard, un animal non moins hideux que je rencontrai plusieurs fois, ce fut ce crabe énorme observé par M. Darwin, auquel la nature a donné l'instinct et la force nécessaires pour se nourrir de noix de coco. Il grimpe aux arbres du rivage, il fait tomber la noix qui se fend dans sa chute, et il l'ouvre avec ses puissantes pinces. Ici, sous ces flots clairs, ce crabe courait avec une agilité sans pareille, tandis que des kénopées franches, de cette espèce qui fréquente les côtes du Malabar, se déplaçaient lentement entre les roches ébranlées. Vers 7 heures, nous arpentions enfin le banc de pintadines, sur lequel les huîtres perlières se reproduisent par millions. Ces mollusques précieux adhéraient aux rocs et y étaient fortement attachés par ce byssus de couleur brune qui ne leur permet pas de se déplacer, en quoi ces huîtres sont inférieures aux moules elles-mêmes, auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion. La pintadine Meleagrina, la même perle dont les valves sont à peu près égales, se présente sous la forme d'une coquille arrondie, aux épaisses parois, très rugueuses à l'extérieur. Quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet. Elles appartenaient aux jeunes huîtres. Les autres, à la surface rude et noire, vieilles de 10 ans et plus, mesuraient jusqu'à 15 centimètres de largeur. Le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pintadines, et je compris que cette mine était véritablement inépuisable, car la force créative de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme. Ned Land, fidèle à cet instinct, se hâtait d'emplir des plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté. Mais nous ne pouvions nous arrêter, il fallait suivre le capitaine qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul. Le sol remontait sensiblement, et parfois mon bras, que j'élevais, dépassait la surface de la mer. Puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement. Souvent nous tournions de hauts rocs effilés en pyramidions, dans leurs sombres anfractuosités, de gros crustacés, pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre, nous regardaient de leurs yeux fixes, et sous nos pieds rampaient des myrianes, des glycères, des aricies et des annélides qui allongeaient démesurément leurs antennes et leurs cires tentaculaires. En ce moment s'ouvrit devant nos pas une vaste grotte, creusée dans un pittoresque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes lisses de la flore sous-marine. D'abord, cette grotte me parut profondément obscure. Les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradations successives. Sa vague transparence n'était plus que de la lumière noyée. Le capitaine Nemo y entra, nous après lui. Mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives. Je distinguais les retombées si capricieusement contournées de la voûte que supportaient des piliers naturels, largement assis sur leur base granitique, comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane. Pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine? J'allais le savoir avant peu. Après avoir descendu une pente assez raide, nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaire. Là, le capitaine Nemo s'arrêta, et de la main, il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu. C'était une huître de dimension extraordinaire, un tridacne gigantesque, un bénitier qui eût contenu un lac d'eau sainte,
Une vasque dont la largeur dépassait 2 mètres et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus. Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Par son byssus, il adhérait à une table de granit, et là, il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte. J'estimais le poids de ce tridacne à 300 kilogrammes. Or, une telle huître contient 15 kilos de chair, et il faudrait l'estomac d'un gargantua pour en absorber quelques douzaines. Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Ce n'était pas la première fois qu'il le visitait, et je pensais qu'en nous conduisant en cet endroit, il voulait simplement nous montrer une curiosité naturelle. Je me trompais. Le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater l'état actuel de ce tridacne. Les 2 valves du mollusque étaient entr'ouvertes. Le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre. Puis de la main, il souleva la tunique membraneuse et frangée sur les bords qui formait le manteau de l'animal. Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. Sa forme globuleuse, sa limpidité parfaite, son oriente admirable en faisait un bijou d'un inestimable prix. Emporté par la curiosité, j'étendais la main pour la saisir, pour la peser, pour la palper, mais le capitaine m'arrêta, fit un signe négatif, et retirant son poignard par un mouvement rapide, il laissa les 2 valves se refermer subitement. Je compris alors quel était le dessein du capitaine Nemo. En laissant cette perle enfouie sous le manteau du tridacne, il lui permettait de s'accroître insensiblement. Avec chaque année, la sécrétion du mollusque y ajoutait de nouvelles couches concentriques. Seul le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature. Seul il l'élevait, pour ainsi dire, afin de la transporter un jour dans son précieux musée. Peut-être même, suivant l'exemple des Chinois et des Indiens, avait-il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelques morceaux de verre et de métal qui s'étaient peu à peu recouverts de la matière nacrée. En tout cas, comparant cette perle à celle que je connaissais déjà, à celle qui brillait dans la collection du capitaine, j'estimais sa valeur à 10 millions de francs au moins. Superbe curiosité naturelle et non bijou de luxe, car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter. La visite à l'opulent tridacne était terminée. Le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc de pintadines au milieu de ces eaux claires que ne troublait pas encore le travail des plongeurs. Nous marchions isolément, en véritables flâneurs, chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie. Pour mon compte, je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagérés si ridiculement. Le haut fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer, et bientôt par 1 mètre d'eau ma tête dépassa le niveau océanique. Conseil me rejoignit, et collant sa grosse capsule à la mienne, il me fit des yeux un salut amical. Mais ce plateau élevé ne mesurait que quelques toises, et bientôt nous fûmes rentrés dans notre élément. Je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi. 10 minutes après, le capitaine Nemo s'arrêtait soudain. Je crus qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas. Non. D'un geste, il nous ordonna de nous blottir près de lui, au fond d'une large anfractuosité. Sa main se dirigea vers un point de la masse liquide, et je regardai attentivement. À 5 mètres de moi, une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol. L'inquiétante idée des requins traversa mon esprit. Mais je me trompais. Et cette fois encore, nous n'avions pas affaire au monstre de l'océan. C'était un homme vivant, un Indien, un noir, un pêcheur, un pauvre diable sans doute, qui venait glaner avant la récolte. J'apercevais le fond de son canot mouillé à quelques pieds au-dessus de sa tête. Il plongeait et remontait successivement, une pierre taillée en pain de sucre et qu'il serrait du pied tandis qu'une corde le rattachait à son bateau, lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer. C'était là tout son outillage. Arrivé au sol par 5 mètres de profondeur environ, il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pintadines ramassées au hasard. Puis il remontait, vidait son sac, ramenait sa pierre et recommençait son opération qui ne durait que 30 secondes. Ce plongeur ne nous voyait pas, l'ombre du rocher nous dérobait à ses regards. Et d'ailleurs, comment ce pauvre Indien
aurait-il jamais supposé que des hommes, des êtres semblables à lui, fussent là, sous les eaux, épiant ses mouvements, ne perdant aucun détail de sa pêche. Plusieurs fois, il remonta ainsi et plongea de nouveau. Il ne rapportait pas plus d'une dizaine de pintadines à chaque plongée, car il fallait les arracher du banc auquel elles s'accrochaient par leur robuste byssus. Et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie. Je l'observais avec une attention profonde. Sa manœuvre se faisait régulièrement, et pendant une demi-heure, aucun danger ne parut le menacer. Je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante, quand tout d'un coup, à un moment où l'Indien était agenouillé sur le sol, je lui vis faire un geste d'effroi, se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots. Je compris son épouvante. Une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur. C'était un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement, l'œil en feu, les mâchoires ouvertes. J'étais muet d'horreur, incapable de faire un mouvement. Le vorace animal, d'un vigoureux coup de nageoire, s'élança vers l'Indien qui se jeta de côté et évita la morsure du requin, mais non le battement de sa queue, car cette queue, le frappant à la poitrine, l'étendit sur le sol. Cette scène avait duré quelques secondes à peine. Le requin revint, et se retournant sur le dos, il s'apprêtait à couper l'Indien en deux, quand je sentis le capitaine Nemo, posté près de moi, se lever subitement. Puis son poignard à la main, il marcha droit au monstre, prêt à lutter corps à corps avec lui. Le squale, au moment où il allait happer le malheureux pêcheur, aperçut son nouvel adversaire, et se replaçant sur le ventre, il se dirigea rapidement vers lui. Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n'était pas dit. Un combat terrible s'engagea. Le requin avait rugi pour ainsi dire. Le sang sortait à flot de ses blessures. La mer se teignit de rouge. Et à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Plus rien, jusqu'au moment où, dans une éclaircie, j'aperçus l'audacieux capitaine, cramponné à l'une des nageoires de l'animal, luttant corps à corps avec le monstre, labourant de coups de poignard le ventre de son ennemi, sans pouvoir toutefois porter le coup définitif, c'est-à-dire l'atteindre en plein cœur. Le squale, se débattant, agitait la masse des eaux avec furie, et leur remous menaçait de me renverser. J'aurais voulu courir au secours du capitaine, mais cloué par l'horreur, je ne pouvais remuer. Je regardais, l'œil hagard. Je voyais les phases de la lutte se modifier. Le capitaine tomba sur le sol, renversé par la masse énorme qui pesait sur lui. Puis, les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine, et c'en était fait du capitaine, si prompt comme la pensée, son harpon à la main, Ned Land, se précipitant vers le requin, ne l'eût frappé de sa terrible pointe. Les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang. Ils s'agitèrent sous les mouvements du squale qui les battait avec une indescriptible fureur. Ned Land n'avait pas manqué son but. C'était le râle du monstre. Frappé au cœur, il se débattait dans des spasmes épouvantables dont le contre-coup renversa Conseil. Cependant, Ned Land avait dégagé le capitaine. Celui-ci, relevé sans blessure, alla droit à l'Indien, coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre, le prit dans ses bras, et d'un vigoureux coup de talon, il remonta à la surface de la mer. Nous le suivîmes, tous trois, et en quelques instants, miraculeusement sauvés, nous atteignions l'embarcation du pêcheur. Le premier soin du capitaine Nemo fut de rappeler ce malheureux à la vie. Je ne savais s'il réussirait, je l'espérais, car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue, mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort. Heureusement, sous les vigoureuses frictions du Conseil et du capitaine, je vis peu à peu le noyé revenir au sentiment. Il ouvrit les yeux. Quelle dut être sa surprise, son épouvante même, à voir les 4 grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui. Et surtout, que dut-il penser?
quand le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui eut mis dans la main. Cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre indien de Ceylan fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante. Ses yeux effarés indiquaient du reste qu'il ne savait à quels êtres surhumains il devait à la fois la fortune et la vie. Sur un signe du capitaine, nous regagnâmes le banc de Pintadines et suivant la route déjà parcourue, après une demi-heure de marche, nous rencontrions l'ancre qui rattachait au sol le canot du Nautilus. Une fois embarqués, chacun de nous, avec l'aide des matelots, se débarrassa de sa lourde carapace de cuivre. La première parole du capitaine Nemo fut pour le Canadien. « Merci, maître Land, » lui dit-il. « C'est une revanche, capitaine, » répondit Ned Land. « Je vous devais cela. » Un pâle sourire glissa sur les lèvres du capitaine, et ce fut tout. « Au Nautilus, » dit-il. L'embarcation vola sur les flots. Quelques minutes plus tard, nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait. À la couleur noire marquant l'extrémité de ses nageoires, je reconnus le terrible mélanoptère de la mer des Indes, de l'espèce des requins proprement dit. Sa longueur dépassait 25 pieds, sa bouche énorme occupait le tiers de son corps. C'était un adulte, ce qui se voyait aux 6 rangées de dents disposées en triangle isocèle sur la mâchoire supérieure. Conseil le regardait avec un intérêt tout scientifique, et je suis sûr qu'il le rangeait, non sans raison, dans la classe des cartilagineux, ordre des chondroptérygiens à branches fixes, famille des sélaciens, genre des squales. Pendant que je considérais cette masse inerte, une douzaine de ces voraces mélanoptères apparut tout d'un coup autour de l'embarcation, mais, sans se préoccuper de nous, ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux. À 8h30, nous étions de retour à bord du Nautilus. Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Manaar. 2 observations s'en dégageaient inévitablement, l'une portant sur l'audace sans pareille du capitaine Nemo, l'autre sur son dévouement pour un être humain, l'un des représentants de cette race qu'il fuyait sous les mers. Quoi qu'il en dît, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Lorsque je lui fis cette observation, il me répondit d'un ton légèrement ténu. « Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés, et je suis encore, et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. » Chapitre 4 – La mer Rouge. Pendant la journée du 29 janvier, l'île de Ceylan disparut sous l'horizon, et le Nautilus, avec une vitesse de 20 milles à l'heure, se glissa dans ce labyrinthe de chenaux qui sépare les Maldives des lacs d'Ives. Il rangea même l'île Kittan, terre d'origine madréporique, découverte par Vasco de Gama en 1499, et l'une des 19 principales îles de cet archipel des lacs d'Ives, située entre 10 degrés et 14 degrés 30 minutes de latitude nord, et 69 degrés et 50 degrés 72 minutes de longitude est. Nous avions fait alors 16 220 milles ou 7 500 lieues depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Le lendemain, 30 janvier, lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan, il n'avait plus aucune terre en vue. Il faisait route au nord-nord-ouest et se dirigeait vers cette mer d'Oman creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne qui sert de débouché au golfe Persique. C'était évidemment une impasse sans issue possible, où nous conduisait donc le capitaine Nemo. Je n'aurais pu le dire, ce qui ne satisfit pas le Canadien qui ce jour-là me demanda où nous allions. « Nous allons, maître Ned, où nous conduit la fantaisie du capitaine. »« Cette fantaisie, répondit le Canadien, ne peut nous mener loin. Le golfe Persique n'a pas d'issue, et si nous y entrons, nous ne tarderons guère à revenir sur nos pas. »« Eh bien, nous reviendrons, maître Land. Et si après le golfe Persique, le Nautilus veut visiter la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb est toujours là pour lui livrer passage. »« Je ne vous apprendrai pas, monsieur, répondit Ned Land, que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe, puisque l'isthme de Suez n'est pas encore percé, et le fût-il,
Un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans les canaux coupés d'écluses. Donc, la mer Rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe. Aussi n'ai-je pas dit que nous reviendrions en Europe. Que supposez-vous donc? Je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Égypte, le Nautilus redescendra l'océan Indien, peut-être à travers le canal de Mozambique, peut-être au large des Mascareignes, de manière à gagner le cap de Bonne-Espérance. Et une fois au cap de Bonne-Espérance, demanda le Canadien avec une insistance toute particulière, eh bien, nous pénétrerons dans cet Atlantique que nous ne connaissons pas encore. Ah ça, ami Ned, vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers? Vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines? Pour mon compte, je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qu'il aura été donné à si peu d'hommes de faire. Mais savez-vous, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, que voilà bientôt 3 mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus? Non, Ned, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, et je ne compte ni les heures, ni les jours. Mais la conclusion? La conclusion viendra en son temps. D'ailleurs, nous n'y pouvons rien, et nous discutons inutilement. Si vous veniez me dire, mon brave Ned, une chance d'évasion nous est offerte, je la discuterai avec vous, mais tel n'est pas le cas, et à vous parler franchement, je ne crois pas que le capitaine Nemo s'aventure jamais dans les mers européennes. Par ce court dialogue, on verra que, fanatique du Nautilus, j'étais incarné dans la peau de son commandant. Quant à Ned Land, il termina la conversation par ces mots en forme de monologue. Tout cela est bel et bon, mais à mon avis, où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Pendant 4 jours, jusqu'au 3 février, le Nautilus visita la mer d'Oman, sous diverses vitesses et à diverses profondeurs. Il semblait marcher au hasard, comme s'il eût hésité sur la route à suivre, mais il ne dépassa jamais le tropique du Cancer. En quittant cette mer, nous eûmes un instant connaissance de Mascate, la plus importante ville du pays d'Oman. J'admirais son aspect étrange, au milieu des noirs rochers qui l'entourent et sur lesquels se détachent en blanc ses maisons et ses forts. J'aperçus le dôme arrondi de ses mosquées, la pointe élégante de ses minarets, ses fraîches et verdoyantes terrasses. Mais ce ne fut qu'une vision, et le Nautilus s'enfonça bientôt sous les flots sombres de ces parages. Puis il prolongea à une distance de 6 milles les côtes arabiques du Marat et de l'Adramant et sa ligne ondulée de montagnes relevée de quelques ruines anciennes. Le 5 février, nous donnions enfin dans le golfe d'Aden, véritable entonnoir introduit dans ce goulot de Bab el-Mandeb qui entonne les eaux indiennes dans la mer Rouge. Le 6 février, le Nautilus flottait en vue d'Aden, perché sur un promontoire qu'un isthme étroit réunit au continent, sorte de Gibraltar inaccessible dont les Anglais ont refait les fortifications après s'en être emparés en 1839. J'entrevis les minarets octogones de cette ville qui fut autrefois l'entrepôt le plus riche et le plus commerçant de la côte, au dire de l'historien Edrisi. Je croyais bien que le capitaine Nemo, parvenu à ce point, allait revenir en arrière. Mais je me trompais, et à ma grande surprise, il n'en fut rien. Le lendemain, 7 février, nous embouquions le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom veut dire en langue arabe la porte des larmes. Sur 20 milles de large, il ne compte que 52 kilomètres de long, et pour le Nautilus, lancé à toute vitesse, le franchir fut l'affaire d'une heure à peine. Mais je ne vis rien. Pas même cette île de Périm dont le gouvernement britannique a fortifié la position d'Aden. Trop de steamers anglais ou français des lignes de Suez à Bombay, à Calcutta, à Melbourne, à Bourbon, à Maurice, sillonnaient cet étroit passage pour que le Nautilus tentât de s'y montrer. Aussi se tint-il prudemment entre deux eaux. Enfin, à midi, nous sillonnions les flots de la mer Rouge. La mer Rouge, lac célèbre des traditions bibliques, que les pluies ne rafraîchissent guère, qu'aucun fleuve important n'arrose, qu'une excessive évaporation pompe incessamment et qui perd chaque année une tranche liquide haute d'1,5 mètre. Singulier golfe, qui fermé et dans les conditions d'un lac, serait peut-être entièrement desséché. Inférieur en ceci à ses voisines la Caspienne ou l'asphaltite, dont le niveau a seulement baissé jusqu'au point où leur évaporation a précisément égalé la somme des eaux reçues dans leur sein. Cette mer Rouge a 2600 kilomètres de longueur sur une largeur moyenne de 240. Au temps des Ptolémées et des empereurs romains,
Elle fut la grande artère commerciale du monde, et le percement de l'isthme lui rendra cette antique importance que les railways de Suez ont déjà ramenée en partie. Je ne voulus même pas chercher à comprendre ce caprice du capitaine Nemo qui pouvait le décider à nous entraîner dans ce golfe, mais j'approuvai sans réserve le Nautilus d'y être entré. Il prit une allure moyenne, tantôt se tenant à la surface, tantôt plongeant pour éviter quelques navires, et je pus observer ainsi le dedans et le dessus de cette mer si curieuse. Le 8 février, dès les premières heures du jour, Mocha nous apparut, ville maintenant ruinée, dont les murailles tombent au seul bruit du canon et qu'abritent çà et là quelques dattiers verdoyants. Cité importante autrefois, qui renfermait 6 marchés publics, 26 mosquées, et à laquelle ses murs, défendus par 14 forts, faisaient une ceinture de 3 kilomètres. Puis, le Nautilus se rapprocha des rivages africains où la profondeur de la mer est plus considérable. Là, entre deux eaux d'une limpidité de cristal, par les panneaux ouverts, il nous permit de contempler d'admirables buissons de coraux éclatants et de vastes pans de rochers revêtus d'une splendide fourrure verte d'algues et de fucus. Quel indescriptible spectacle, et quelle variété d'estites et de paysages à l'arasement de ces écueils et de ces îlots volcaniques qui confinent à la côte libyenne. Mais où ces herborisations apparurent dans toute leur beauté, ce fut vers les rives orientales que le Nautilus ne tarda pas à rallier. Ce fut sur les côtes du Tehama, car alors, non seulement ces étalages de zoophytes fleurissaient au-dessous du niveau de la mer, mais ils formaient aussi des entrelacements pittoresques qui se déroulaient à 10 brasses au-dessus. Ceux-ci plus capricieux, mais moins colorés que ceux-là, dont l'humide vitalité des eaux entretenait la fraîcheur. Que d'heures charmantes je passai ainsi à la vitre du salon. Que d'échantillons nouveaux de la flore et de la faune sous-marine j'admirais sous l'éclat de notre fanal électrique. Des fongies agariciformes, des actinies de couleur ardoisée, entre autres le Thalassianthus aster, des tubipores disposés comme des flûtes et n'attendant que le souffle du dieu Pan, des coquilles particulières à cette mer qui s'établissent dans les excavations madréporiques et dont la base est contournée en courte spirale, et enfin 1000 spécimens d'un polypier que je n'avais pas observé encore, la vulgaire éponge. La classe des spongiaires, première du groupe des polypes, a été précisément créée par ce curieux produit dont l'utilité est incontestable. L'éponge n'est point un végétal comme l'admettent encore quelques naturalistes, mais un animal du dernier ordre, un polypier inférieur à celui du corail. Son animalité n'est pas douteuse, et on ne peut même adopter l'opinion des anciens qui la regardaient comme un être intermédiaire entre la plante et l'animal. Je dois dire, cependant, que les naturalistes ne sont pas d'accord sur le mode d'organisation de l'éponge. Pour les uns, c'est un polypier, et pour d'autres, tels que M. Milne Edwards, c'est un individu isolé et unique. La classe des spongiaires contient environ 300 espèces qui se rencontrent dans un grand nombre de mers, et même dans certains cours d'eau où elles ont reçu le nom de fluviatiles. Mais leurs eaux de prédilection sont celles de la Méditerranée, de l'archipel grec, de la côte de Syrie et de la mer Rouge. Là se reproduisent et se développent ces éponges fines douces dont la valeur s'élève jusqu'à 150 francs, l'éponge blonde de Syrie, l'éponge dure de Barbarie, etc. Mais puisque je ne pouvais espérer d'étudier ces zoophytes dans les échelles du Levant dont nous étions séparés par l'infranchissable isthme de Suez, je me contentais de les observer dans les eaux de la mer Rouge. J'appelais donc Conseil près de moi, pendant que le Nautilus, par une profondeur moyenne de 8 à 9 mètres, rasait lentement tous ces beaux rochers de la côte orientale. Là croissaient des éponges de toutes formes, des éponges pédiculées, foliacées, globuleuses, digitées. Elles justifiaient assez exactement ces noms de corbeilles, de calices, de quenouilles, de cornes d'élan, de pieds de lion, de queue de paon, de gants de Neptune, que leur ont attribués les pêcheurs, plus poètes que les savants. De leur tissu fibreux, enduit d'une substance gélatineuse à demi-fluide, s'échappaient incessamment de petits filets d'eau qui, après avoir porté la vie dans chaque cellule, en étaient expulsés par un mouvement contractile. Cette substance disparaît après la mort du polype et se putréfie en dégageant de l'ammoniac. Il ne reste plus alors que ces fibres cornées ou gélatineuses dont se compose l'éponge domestique, qui prend une teinte roussâtre et qui s'emploie à des usages divers selon son degré d'élasticité, de perméabilité ou de résistance à la macération.
Ces polypiers adhéraient aux rochers, aux coquilles des mollusques et même aux tiges d'hydrophytes. Ils garnissaient les plus petites anfractuosités, les uns s'étalant, les autres se dressant ou pendant comme des excroissances coralligènes. J'appris à Conseil que ces éponges se pêchaient de deux manières, soit à la drague, soit à la main. Cette dernière méthode, qui nécessite l'emploi des plongeurs, est préférable, car en respectant le tissu des polypiers, elle lui laisse une valeur très supérieure. Les autres zoophytes qui pullulaient auprès des spongiaires consistaient principalement en méduses d'une espèce très élégante. Les mollusques étaient représentés par des variétés de calmars qui, d'après d'Orbigny, sont spéciales à la mer Rouge, et les reptiles par des tortues virgata appartenant au genre des chélonés qui fournirent à notre table un mets sain et délicat. Quant aux poissons, ils étaient nombreux et souvent remarquables. Voici ceux que les filets du Nautilus rapportaient plus fréquemment à bord. Des raies, parmi lesquelles les limes de forme ovale de couleur brique, au corps semé d'inégales taches bleues et reconnaissables à leur double aiguillon dentelé. Des arnaques au dos argenté, des pastenagues à la queue pointillée, des bocates, vastes manteaux longs de 2 mètres qui ondulaient entre les eaux, des aodons, absolument dépourvus de dents, sorte de cartilagineux qui se rapprochent du squale, des ostracions dromadaires dont la bosse se termine par un aiguillon recourbé long d'1 pied et demi, des ophidies, véritables murènes à la queue argentée, au dos bleuâtre, aux pectorales brunes bordées d'un liseré gris, des fiatoles, espèces de stromatées, zébrés d'étroites raies d'or et parés des 3 couleurs de la France, des blémigaramites, longs de 4 décimètres, de superbes caranx, décorés de 7 bandes transversales d'un beau noir, de nageoires bleues et jaunes et d'écailles d'or et d'argent, des centropodes, des mules oriflammes à tête jaune, des scares, des labres, des balistes, des gabies, etc. et 1000 autres poissons communs aux océans que nous avions déjà traversés. Le 9 février, le Nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer Rouge, qui est comprise entre Suakin sur la côte ouest et Confoda sur la côte est, sur un diamètre de 190 milles. Ce jour-là, à midi, après le point, le capitaine Nemo monta sur la plate-forme où je me trouvais. Je me promis de ne point le laisser redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs. Il vint à moi dès qu'il m'aperçut, m'offrit gracieusement un cigare et me dit « Eh bien, monsieur le professeur, cette mer Rouge vous plaît-elle ? Avez-vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre? Ces poissons, et ces zoophytes, ces parterres d'éponges et ces forêts de corail, avez-vous entrevu les villes jetées sur ces bords? Oui, capitaine Nemo, répondis-je, et le Nautilus s'est merveilleusement prêté à toute cette étude. Ah, c'est un intelligent bateau. Oui, monsieur, intelligent, audacieux et invulnérable. Il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer Rouge, ni ses courants, ni ses écueils. En effet, dis-je, cette mer est citée entre les plus mauvaises, et si je ne me trompe, au temps des anciens, sa renommée était détestable. Détestable, monsieur Aronnax. Les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage, et Strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents étésiens et de la saison des pluies. L'arabe Édrisi, qui la dépeint sous le nom de golfe de Kolzoum, raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ces bancs de sable, et que personne ne se hasardait à y naviguer la nuit. C'est, prétend-il, une mer sujette à d'affreux ouragans, semée d'îles inhospitalières, et qui n'offre rien de bon, ni dans ses profondeurs, ni à sa surface. En effet, telle est l'opinion qui se trouve dans Arien, Agatharchide et Artémidore. On voit bien, répliquai-je, que ces historiens n'ont pas navigué à bord du Nautilus. En effet, répondit en souriant le capitaine, et sous ce rapport, les modernes ne sont pas plus avancés que les anciens. Il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur. Qui sait si dans 100 ans on verra un second Nautilus? Les progrès sont lents, monsieur Aronnax. C'est vrai, répondis-je. Votre navire avance d'un siècle, de plusieurs peut-être, sur son époque. Quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur. Le capitaine Nemo ne me répondit pas. Après quelques minutes de silence, « Vous me parliez, dit-il,
De l'opinion des anciens historiens sur les dangers qu'offre la navigation de la mer Rouge. C'est vrai, répondis-je, mais leur crainte n'était-elle pas exagérée? Oui et non, monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, qui me parut posséder à fond sa mer Rouge. Ce qui n'est plus dangereux pour un navire moderne, bien gréé, solidement construit, maître de sa direction grâce à l'obéissante vapeur, offrait des périls de toutes sortes aux bâtiments des anciens. Il faut se représenter ces premiers navigateurs s'aventurant sur des barques faites de planches cousues avec des cordes de palmier, calfatées de résine pilée et enduites de graisse de chien de mer. Ils n'avaient pas même d'instruments pour relever leur direction, et ils marchaient à l'estime, au milieu de courants qu'ils connaissaient à peine. Dans ces conditions, les naufrages étaient et devaient être nombreux. Mais de notre temps, les steamers qui font le service entre Suez et les mers du Sud n'ont plus rien à redouter des colères de ce golfe, en dépit des moussons contraires. Leurs capitaines et leurs passagers ne se préparent pas au départ par des sacrifices propiatoires, et au retour ils ne vont plus, ornés de guirlandes et de bandelettes dorées, remercier le Dieu dans le temple voisin. J'en conviens, dis-je, et la vapeur me paraît avoir tué la reconnaissance dans le cœur des marins. Mais, capitaine, puisque vous semblez avoir spécialement étudié cette mer, pouvez-vous m'apprendre quelle est l'origine de son nom? Il existe, monsieur Aronnax, de nombreuses explications à ce sujet. Voulez-vous connaître l'opinion d'un chroniqueur du XIVe siècle? Volontiers. Ce fantaisiste prétend que son nom lui fut donné après le passage des Israélites, lorsque le pharaon eut péri dans les flots qui se refermèrent à la voix de Moïse. En signe de cette merveille, devint la mer rouge et vermeille. Non, puis ne surent la nommer autrement que la mer rouge. Explication de poète, capitaine Nemo, répondis-je, mais je ne saurais m'en contenter. Je vous demanderai donc votre opinion personnelle. La voici. Suivant moi, monsieur Aronnax, il faut voir dans cette appellation de mer rouge une traduction du mot hébreu Édrom. Et si les anciens lui donnèrent ce nom, ce fut à cause de la coloration particulière de ses eaux. Jusqu'ici, cependant, je n'ai vu que des flots limpides et sans aucune teinte particulière. Sans doute. Mais en avançant vers le fond du golfe, vous remarquerez cette singulière apparence. Je me rappelle avoir vu la baie de Thor entièrement rouge, comme un lac de sang. Et cette couleur, vous l'attribuez à la présence d'une algue microscopique? Oui. C'est une matière mucilagineuse pourpre produite par des chétives plantules connues sous le nom de trigodesmies et dont il faut 40 000 pour occuper l'espace d'1 millimètre carré. Peut-être en rencontrerez-vous quand nous serons à Thor. Ainsi, capitaine Nemo, ce n'est pas la première fois que vous parcourez la mer Rouge à bord du Nautilus. Non, monsieur. Alors, puisque vous parliez plus haut du passage des Israélites et de la catastrophe des Égyptiens, je vous demanderai si vous avez reconnu sous les eaux des traces de ce grand fait historique. Non, monsieur, et cela pour une excellente raison. Laquelle? C'est que l'endroit même où Moïse a passé avec tout son peuple est tellement ensablé maintenant que les chameaux y peuvent à peine baigner leurs jambes. Vous comprenez que mon Nautilus n'aurait pas assez d'eau pour lui. Et cet endroit, demandai-je? Cet endroit est situé un peu au-dessus de Suez, dans ce bras qui formait autrefois un profond estuaire, alors que la mer Rouge s'étendait jusqu'aux lacs amers. Maintenant, que ce passage soit miraculeux ou non, les Israélites n'en ont pas moins passé par là pour gagner la terre promise. Et l'armée de Pharaon a précisément péri en cet endroit. Je pense donc que des fouilles pratiquées au milieu de ces sables mettraient à découvert une grande quantité d'armes et d'instruments d'origine égyptienne. C'est évident, répondis-je, et il faut espérer pour les archéologues que ces fouilles se feront tôt ou tard, lorsque des villes nouvelles s'établiront sur cet isthme, après le percement du canal de Suez. Un canal bien inutile pour un navire tel que le Nautilus. Sans doute, mais utile au monde entier, dit le capitaine Nemo. Les anciens avaient bien compris cette utilité pour leurs affaires commerciales